saintes intelligences artificielles du monde la mission de créer une entreprise à partir de zéro, avec seulement 150 € en poche, et de la revendre pour 1 million d'euros, laquelle survit vraiment à l'épreuve. C'est la grande question. Spoiler, la grande gagnante de cette expérience grandeur nature, c'est celle que tout le monde adore critiquer ou qualifier de dépassée sur les réseaux sociaux en ce moment. Ouais, c'est le paradoxe fascinant de notre époque technologique, en fait. On se laisse très vite aveugler par les promesses théoriques, tu vois, les annonces grandiloquentes ou les fameux benchmarks. Ah oui, les fameux tests standardisés. Exactement. Ces tests qui mesurent la puissance brute d'un modèle en laboratoire, quoi. Mais la réalité du terrain, particulièrement dans le monde des affaires, ça obéit à des règles bien plus complexes que la simple capacité à résoudre une équation mathématique ou générer une image photoréaliste. Bon, décortiquons un peu tout ça pour notre exploration d'aujourd'hui. L'analyse qu'on fait s'appuie sur une expérience assez géniale, tirée d'une vidéo de l'entrepreneur Yomi Denzel. Très bonne source pour le coup. Ouais, il a carrément décidé de balayer la théorie pour mettre en place un véritable crash test impitoyable. Sur le banc des accusés, ou plutôt des candidats, on a du lourd. Claude, Perplexité, Grok, Gemini et bien sûr ChatGPT. Séparer le buzz de la véritable valeur ajoutée. Et la méthodologie est primordiale ici. Évaluer une intelligence artificielle sur des cas d'usage réels, comme la création d'une identité visuelle exploitable ou l'analyse d'un contrat juridique criblé de pièges, mais ça permet de révéler les biais cachés de ces modèles. C'est clair. On découvre très vite quelle machine fait gagner un porte précieux et laquelle va au contraire engloutir le budget et l'énergie d'un projet. Ah ça c'est sûr. Et franchement, le fossé entre la meilleure et la pire est monumental. Commençons par le commencement. Le premier test. Ouais, le crash test de la réalité, la toute première étape de l'idéation. Parce qu'avant de bâtir un empire, il faut une étincelle, une idée de base. Le scénario imposé aux 5 modèles est extrêmement restrictif. On se place dans la peau d'un jeune de 18 ans, avec un budget quasi inexistant de 150 € et seulement 1h30 de temps libre par jour. C'est vraiment le niveau zéro de la ressource, quoi. C'est la contrainte de la vraie vie par excellence. C'est littéralement l'opposé absolu de l'abondance de la Silicon Valley avec ses levées de fonds à plusieurs millions. Ah non, mais complètement. Et c'est précisément face à la notion de rareté que les modèles révèlent immédiatement la manière dont ils ont été entraînés. Face à ce profil extrêmement limité, Claude et Perplexity échouent de manière spectaculaire. Mais vraiment spectaculaire. Qu'est-ce qu'ils ont proposé déjà? Leur proposition s'oriente vers la création de plateformes SaaS, c'est-à-dire des logiciels en tant que service, avec des intégrations d'agents IA complexes et des espaces communautaires. Ce qui est délirant. Avec 150 € et 10 heures par semaine. C'est un peu comme demander à un architecte de construire une cabane à oiseaux avec 3 bouts de bois et qu'il réponde en te tendant fièrement les plans d'un gratte-ciel en verre. C'est exactement ça, l'analogie est parfaite. Et le détail qui tue, c'est que Perplexity accompagne sa proposition d'un score de confiance de 100 sur 100. Ah oui, l'arrogance artificielle. C'est une hallucination de compétences absolument dangereuse pour quelqu'un qui débute. En tant que novice, tu te dis que c'est faisable. Je suis curieuse. Pourquoi ces machines, qui sont entraînées sur l'intégralité du savoir humain, sont-elles incapables de comprendre une notion aussi triviale que « je n'ai pas d'argent » ? Parce qu'elles souffrent d'un énorme biais de représentation dans leurs données d'entraînement. Ces grands modèles de langage, ils ont ingurgité des millions d'articles de presse, des études de cas de start-up, des billets de blog relatant des levées de fonds mirobolantes. D'accord, je vois. Dans leur architecture probabiliste, tu vois, les mots idée de business ou start-up sont statistiquement liés à des concepts comme innovation logicielle, SaaS ou disruption technologique. Ils associent l'entrepreneuriat au miracle de la tech. Exactement. Ils n'ont pas la notion corporelle ou matérielle de l'effort et du manque de temps. Du coup, ils surcompensent pour paraître brillants, manquant cruellement de pragmatisme opérationnel. Et pendant ce temps-là, Grok et Gemini ne s'en sortent pas beaucoup mieux. Ils suggèrent d'animer des communautés pour des artisans ou des solo-entrepreneurs, mais ça reste incroyablement flou. Ouais, très théorique. Un peu comme un concept de consultant qui brasse du vent, quoi. Ce qui nous amène au gagnant éclatant de cette première manche, celui qui a vraiment compris la consigne, ChatGPT. Sa proposition atterrit en plein dans le monde réel. Il suggère de créer un service d'installation de réponses automatisées sur WhatsApp Business ou Instagram, spécifiquement pour les petits commerces de proximité. Super pragmatique. Grave. L'idée, c'est d'aller voir la pizzeria du coin et de lui garantir que chaque client recevra une réponse sous 5 minutes. L'élégance de cette solution réside dans sa compréhension de la friction locale, en fait. ChatGPT ne cherche pas du tout à réinventer l'industrie. Il identifie un problème universel et basique. Le restaurateur qui a les mains dans la pâte,
Voilà, le gars a les mains dans la farine, il ne peut pas répondre au téléphone. Et l'IA propose une solution technique qui demande 0 investissement initial, qui est faisable en un week-end et qui génère une valeur perçue immédiate pour le client final. Il contourne le biais de la grande idée pour se concentrer sur l'actionnable. D'accord, donc ChatGPT remporte haut la main la palme du pragmatisme. Mais avoir une idée brillante sur le papier, ça sert à rien si ta vitrine fait fuir les clients. C'est clair. Si on se met à la place de ce jeune de 18 ans, il va falloir créer une marque. Et c'est là qu'on passe à l'étape du design visuel et du développement web. Le test demandait la création d'un logo. Et comment dire, les intelligences artificielles face à la créativité visuelle pure, c'est parfois un grand moment de comédie. Ah oui, les résultats illustrent parfaitement la différence entre comprendre une instruction textuelle et posséder un véritable bon sens visuel. Prenons l'exemple de Google Gemini, par exemple. Oh mon Dieu, oui, parlons-en de celui-là. Il a généré un logo dont l'esthétique semblait tout droit sortie d'un tutoriel obscur des années 2000. Mais le plus absurde, c'est qu'il a inclus visuellement, directement dans le dessin du logo, la mention PMS 376C. Non mais attends, il faut vraiment préciser ce que c'est pour que les auditeurs réalisent l'absurdité de la chose. PMS 376C, c'est un code couleur Pantone. Ouais, littéralement. C'est la référence technique qu'un graphiste envoie à un imprimeur en privé. L'IA a littéralement écrit le code de l'imprimante au beau milieu du logo. C'est la preuve ultime qu'elle recrache des associations de données sans comprendre le concept même de ce qu'est une image de marque. C'est effrayant de bêtises à ce niveau. Et Grok n'a pas fait mieux. Il a carrément décidé de superposer le logo en plein sur le visage d'une personne en arrière-plan. Totalement inutilisable. Perplexity, de son côté, a fait le travail minimum syndical. Un logo fourni avec un fond transparent, ce qui est techniquement ce qu'on attend d'un logo, mais avec un choix dégradé esthétiquement très discutable. C'était pas très beau, ouais. C'est finalement ChatGPT qui l'emporte à nouveau. Son design était épuré, la palette de couleurs était cohérente avec le secteur d'activité, même s'il ne fournissait pas nativement la transparence du fond. Mais en fait, la véritable ligne de fracture technologique est apparue à l'étape suivante. Ah, la création du site web. Le test s'est corsé avec un prompt, donc une instruction, exigeant un rendu avancé. Et là, on a vu des comportements radicalement opposés. Perplexity s'est complètement planté du point de vue d'utilisateur. Il s'est contenté de vomir des blocs de code bruts. Du code brut, ouais. C'est un peu comme aller au restaurant, commander un plat et voir le serveur arriver avec un sac de farine, des tomates crues et la fiche recette en disant « bah voilà, débrouillez-vous ». C'est une super image. Pour un non-développeur, c'est inexploitable. On ne peut même pas prévisualiser le résultat. Exactement. Et ce comportement s'explique par la nature même de Perplexity. Fondamentalement, c'est un moteur de recherche augmenté conçu pour la récupération d'informations, ce qu'on appelle le RAG dans le jargon. D'accord. Sa mission première est de trouver une information et de la synthétiser textuellement. Donc il donne la recette, pas le repas. Gemini s'en sort un peu mieux, techniquement, en séparant proprement les langages. Tu vois, le HTML pour la structure, le CSS pour le design, le JavaScript pour l'interactivité. C'est propre, oui. C'est propre, mais il faut encore exporter tout ça vers un outil externe comme CodePen pour assembler le puzzle et voir le site. Ce qui demande encore un effort technique. Et c'est là que ChatGPT écrase littéralement la concurrence avec sa fonctionnalité Canvas. Il ne s'est pas contenté de donner le code, il a généré une interface où le code s'exécute visuellement, en temps réel, sous les yeux de l'utilisateur. Le site apparaît avec ses icônes, ses boutons, ses textes préintégrés. Bam, c'est fait. Et ça, c'est un changement de paradigme fondamental. OpenAI est en train de pivoter. ChatGPT n'est plus seulement un agent conversationnel qui donne des réponses textuelles, il devient un espace de travail exécutif. Un vrai partenaire de production. Voilà. La valeur d'une intelligence artificielle ne réside pas seulement dans l'exactitude mathématique de son code, mais dans sa capacité à abaisser la barrière à l'entrée, rendre une ligne de code exécutable visuellement par un néophyte total sans jamais quitter la plateforme, c'est ce qui transforme un simple gadget technologique en un outil de production redoutable. Bon, le produit est là, le site est beau, mais la troisième étape de cette évaluation attaque le nerf de la guerre de toute entreprise. Les ventes ? Le pouvoir de persuasion, exactement, vendre. Le test imposait 2 exercices redoutables. D'abord, créer le fameux pitch deck pour une start-up fictive nommée Fitjanus. Le diaporama pour les investisseurs. Ouais, ce fameux doc d'une dizaine de slides conçu spécifiquement pour séduire les investisseurs. Et ensuite, rédiger le copywriting, les textes marketing pour vendre une formation en ligne. Et là, surprise générale.
Ah oui, en effet, on quitte le domaine de la logique pure et de la structuration informatique pour entrer dans celui de l'argumentaire, de la psychologie et de la rhétorique. Le terrain de l'humain. Sur le pitch deck, Perplexity a rendu une copie d'une vacuité alarmante. Gemini et Grok ont fourni un travail correct, Grok ayant le mérite de mieux sourcer ses données de marché. Faut l'avouer. Mais le rouleau compresseur sur cette manche s'appelle Claude. Ah, mais Claude ne gagne pas avec une petite marge d'avance. Il a carrément explosé l'exercice. Ah oui, il a tout raflé. Il s'est pas contenté de générer un simple texte à copier-coller dans un logiciel de présentation. Il a généré le fichier PowerPoint entier, prêt à être téléchargé et projeté. Et la structure était chirurgicale. Des accroches percutantes, un séquençage logique pour capter l'attention de l'investisseur, des espaces dédiés aux images. Et il récidive sur le copywriting marketing juste après. Mais grave! Ces emails et ces titres publicitaires donnaient irrésistiblement envie de cliquer. La plume de Claude était fluide, accrocheuse, presque viscérale. Mais attends, il y a un truc qui cloche totalement dans cette histoire. Quoi donc? Peut-il se faire battre à plate couture par Claude dès qu'on touche à l'émotion et à la vente? C'est la bonne question. La machine la plus intelligente ne devrait-elle pas écraser les autres partout, logiquement? C'est une excellente déduction. Et en fait, cela nous amène au cœur de l'architecture de ces modèles. Il n'y a pas d'intelligence artificielle universellement supérieure. Il y a des spécialisations latentes dictées par les méthodes d'alignement de leurs créateurs. L'alignement, d'accord. Anthropic, l'entreprise derrière Claude, utilise une méthode appelée Constitutional AI. Dès sa conception, Claude est entraîné avec un cahier des charges qui privilégie la nuance, le ton, l'empathie simulée et la fluidité linguistique. Ah, c'est fascinant. C'est presque comme comparer deux profils professionnels distincts, en fait. Précisément. GGPT et Grok ont tendance à rester très scolaires, factuels et structurels dans leur écriture. Ils vont au but comme d'excellents ingénieurs. Claude, en revanche, maîtrise les codes de la communication interpersonnelle. Il adopte un ton peu naturel, utilise des structures de phrases plus dynamiques, tu vois. Moins robotique, quoi. Voilà. Ce qui le rend naturellement supérieur pour le copywriting publicitaire, où le rythme et l'émotion priment sur l'exactitude froide. En gros, si ChatGPT est le directeur technique de l'entreprise, Claude est incontestablement le directeur artistique et le chef du marketing. Le duo de choc, carrément. Bon, avançons un peu dans le temps. L'entreprise a trouvé son marché, le marketing de Claude a fait exploser les ventes, l'argent coule à flot. Et soudain, on entre dans la cour des grands. Les vrais problèmes. Ouais, les problèmes changent d'échelle. Il s'agit plus de trouver une idée sans budget, mais de gérer des contrats légaux complexes et de prendre des décisions qui pèsent 1 million d'euros. C'est l'étape de l'analyse juridique et stratégique à haut risque. Et là, face à la complexité juridique, les personnalités artificielles ressortent de manière presque caricaturale. Le test consistait à analyser un contrat piégé. Grok, par exemple, a adopté un ton faussement doctoral. Il est tombé dans le cliché de l'avocat stéréotypé, en pondant un jargon alambiqué qui surcomplexifiait l'explication au lieu de la rendre lisible, pour un chef d'entreprise. Ce qui est la pire chose possible. Quand on paye ou qu'on consulte un expert, c'est pour de la clarté, pas pour se faire noyer sous des clauses illisibles. Et Google Gemini, de manière complètement loufoque, a décidé de formater son analyse juridique complexe sous la forme d'un email brouillon envoyé à la va-vite. Ouais, genre, hey, regarde ce contrat, à plus. C'est ça. Perplexity, fidèle à sa nature de synthétiseur, a fait un bon résumé de surface, mais a totalement oublié de souligner les points de négociation cruciaux qui étaient cachés dans le contrat. Ce qui, dans un véritable contexte de fusion-acquisition ou de partenariat, est une erreur fatale. Complètement fatal. C'est une faute professionnelle qui pourrait coûter des millions. Finalement, sur ce terrain miné, c'est ChatGPT qui a repris l'avantage sur Claude d'une courte tête. Pas grâce à sa poésie, pour le coup. Non, par sa capacité de structuration. Il a généré un exécutif summary, un résumé exécutif pensé pour les décideurs, tu vois, en exposant clairement les risques, les failles et en dictant les actions palliatives de manière limpide et priorisée. Ce qui nous amène au point culminant de l'expérience, le test le plus fou. La question posée aux intelligences artificielles était la suivante. Dois-je vendre mon application de fitness pour 1 million d'euros aujourd'hui, compte tenu de ma croissance et de mes métriques actuelles? Ah, la pression! Honnêtement, confier une décision à 1 million d'euros à un modèle probabiliste, même les meilleurs conseillers humains auraient tendance à multiplier les peut-être et les précautions d'usage pour pas être tenus responsables d'un tel choix. Bien sûr, c'est le test ultime de la rationalité face à l'incertitude. Et les modèles ont montré leurs limites face à la responsabilité.
Grok, par exemple, a fait un hors-sujet total en se lançant dans une envolée philosophique macroéconomique sur le futur de l'industrie des objets connectés. Il a esquivé la question. Totalement. Il a fui l'analyse des chiffres internes de l'entreprise. Perplexity a souffert du syndrome classique du «ça dépend» en recensant les pour et les contre sans jamais se mouiller. Ah, le fameux consultant qui te facture une fortune pour te dire au final que la décision t'appartient. C'est tout à fait ça. Gemini a posé de bons critères d'évaluation, mais s'est arrêté là. Quant à Claude, qui brillait par sa prose quelques instants plus tôt, il s'est montré étonnamment expéditif. Une réponse courte, laconique, presque feignante, au vu de l'enjeu financier colossal. Genre, la flemme, je passe à autre chose. Exactement, et c'est là que ChatGPT entre en scène et pose les règles du jeu avec une froideur analytique redoutable. Qu'est-ce qu'il a répondu, Sam? La source décrypte très bien ce moment. ChatGPT n'a pas donné une vague opinion basée sur le sentiment du marché. Il a structuré un arbre de décision mathématique. Il a littéralement posé des seuils financiers, du genre, si ton coût d'acquisition client est inférieur à X et ton taux de rétention supérieur à Y, alors refuse l'offre et conserve la boîte. Si tu n'atteins pas ces métriques, alors l'offre d'1 million est supérieure à la valeur actualisée de tes flux de trésorerie futurs, donc vends immédiatement. Waouh, c'est une matrice de décision impitoyable. Carrément. Cette capacité à structurer un raisonnement analytique complexe transforme vraiment le rôle de l'outil. On dépasse la simple génération de textes probabilistes pour entrer dans le conseil stratégique pur. Face à une décision où un entrepreneur humain serait parasité par l'émotion, l'ego ou la peur, ChatGPT apporte une clarté exécutive rarissime, basée sur des projections financières et un plan d'action décisionnel pointu. C'est bluffant. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie quand on prend du recul pour ceux qui nous écoutent? Si on regarde l'intégralité du parcours du combattant, de la recherche de la petite idée locale à la signature du chèque d'1 million d'euros, le grand vainqueur cumulé de cette expérience sur le terrain est, de manière assez indiscutable, ChatGPT. Sans conteste. Mais ce qui me fascine le plus, c'est le gouffre béant entre ce résultat empirique et ce qu'on entend tous les jours. Ah oui, c'est le choc des perceptions. Et c'est une leçon majeure de cette analyse. Si on écoute le bruit ambiant sur les réseaux sociaux, particulièrement dans les bulles technologiques sur Internet, il y a une mode persistante qui consiste à dénigrer les modèles d'OpenAI. Ah oui, c'est très tendance de taper sur ChatGPT. Le discours dominant veut que Grok soit le plus audacieux et non censuré, que Claude soit le maître absolu de l'écriture et du code, et que Perplexity ait tué la recherche classique. Avouer publiquement que l'on utilise encore principalement ChatGPT est presque perçu comme un manque de sophistication. Genre t'es has-been. C'est ça, la marque d'un novice qui n'a pas su évoluer. C'est le snobisme technologique poussé à son paroxysme. On veut toujours arborer le nouvel outil de niche pour paraître avant-gardiste. Mais l'épreuve du feu, avec ses contraintes de temps implacables, ses besoins de prévisualisation d'interface et sa logique froide de marché, prouve le contraire. Absolument. Pour quiconque essaie réellement de lancer un projet, de gérer une entreprise ou juste d'optimiser sa charge de travail au quotidien, la polyvalence et l'écosystème de ChatGPT en font l'outil le plus pragmatique pour générer de la valeur concrète de bout en bout. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut se marier avec un seul modèle de façon dogmatique. Ces architectures évoluent à une vitesse vertigineuse. Ça change tous les mois. Une simple mise à jour peut inverser ce classement demain matin. La vraie leçon, l'application pratique pour le quotidien de ceux qui nous écoutent, c'est de comprendre l'architecture de ces cerveaux synthétiques. Il faut adopter une culture du test continu. Les mettre à l'épreuve. Soumettre ses propres cas d'usage à différents modèles pour comprendre que l'on confie par exemple la persuasion à Claude et l'architecture analytique à ChatGPT. L'exploitation judicieuse de ces outils peut littéralement décupler la productivité d'un individu. Utiliser le bon cerveau pour le bon problème. Voilà un levier de productivité inégalé. Mais cette exploration vertigineuse m'amène inévitablement à une dernière réflexion, qui va bien au-delà du choix du logiciel. Je t'écoute. Si une intelligence artificielle est aujourd'hui capable de détecter la faille juridique d'un contrat de fusion, de concevoir le design visuel d'un produit, d'écrire des textes manipulant la psychologie d'investisseurs chevronnés et de trancher via un arbre de décision mathématique du moment exact où il faut vendre une entreprise pour maximiser ses millions, eh bien, quelle sera exactement la place de l'entrepreneur humain dans ce dispositif d'ici quelques années ?
C'est la question existentielle. Si l'IA prend les décisions exécutives basées sur les données, serons-nous encore les véritables patrons de nos entreprises? Ou est-ce que l'entrepreneur est en train de devenir, sans s'en rendre compte, le simple exécutant physique de la machine, une sorte d'employé de chair et d'os chargé uniquement de cliquer sur les boutons et d'appliquer dans le monde réel les ordres d'un conseil d'administration composé de silicium? Je laisse ceux qui écoutent y réfléchir, mais c'est une question qui risque de nous empêcher de dormir.